Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 12e semaine, l'Union s'est prononcée sur des enjeux stratégiques et géopolitiques. Les 27 sont frappés par l'incertitude politique et les enjeux de leur engagement vis-à-vis de l'Ukraine. Et chez nos chers voisins, c'est l'histoire d'une semaine riche en actualité en Russie et d'un début d'histoire européenne pour la Bosnie. On passe sans plus attendre à la vie de l'Union. Agriculture. Le Parlement européen accélère sur la suspension des mesures environnementales. Mardi 19 mars, les groupes politiques de la Commission Agriculture du Parlement européen ont décidé de faire appel à la procédure d'urgence pour rapidement adopter les propositions de la Commission européenne. Comme indiqué la semaine dernière, 6 des 9 critères environnementaux de la PAC ne seront plus obligatoires et ne se feront que sur simple base du volontariat. Ces normes, si elles sont adoptées, auront une portée rétroactive pour l'ensemble de 2024. La procédure d'urgence permet d'envoyer directement le texte en plénière sans passer par la commission agriculture du Parlement. Les votes devraient donc avoir lieu lors de la plénière des 10 et 11 avril. Une révision de la PAC saluée par la Copa-Cogeca, le principal syndicat agricole européen, beaucoup moins par les associations environnementales. Économie. L'UE adopte sa législation sur les matières critiques. Le règlement européen sur les matières premières critiques vise à réduire la dépendance de l'Union aux pays tiers concernant les matériaux nécessaires pour la fabrication de dispositifs électroniques et de batteries. Cette législation liste 17 matières premières stratégiques et 34 matières premières critiques. L'objectif est qu'en 2030, 10% des minerais devront provenir de l'UE, 40% devra être transformé dans l'Union et 25% devra être recyclé dans les 27. Ce texte plafonne l'approvisionnement par des pays tiers à 65%. Les États qui veulent extraire du minerai de leur sol auront 27 mois pour postuler au processus d'autorisation, et ce délai est de 15 mois pour les projets de recyclage et de traitement. La Commission européenne a annoncé ouvrir un bureau à Nuuk, au Groenland, accompagné d'une enveloppe de 22,5 millions d'euros pour investir dans la chaîne de valeur de l'énergie et des matières premières critiques sur le territoire danois. Le texte n'a plus qu'à être signé par les chefs du Parlement européen et du Conseil et entrera en vigueur 20 jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Consommation, un règlement anti-spéculation sur les énergies adopté. Lundi 18 mars, le Conseil de l'Union européenne a adopté une révision du règlement sur les marchés de gros de l'énergie. La libéralisation du marché de l'énergie a rendu la fluctuation des prix de l'énergie très importante sur les marchés financiers, notamment à cause de la spéculation et des délais d'initiés. Avec cette révision, les législateurs européens octroient à l'Agence de coopération des régulateurs de l'énergie un droit d'enquêter sur les cas transfrontaliers, de mener des inspections sur place, de formuler des requêtes d'information et de recueillir des déclarations. L'agence pourra imposer des astreintes si ces recommandations ne sont pas suivies d'effet. Les acteurs du marché de gros résidant dans un pays tiers auront l'obligation d'avoir un représentant dans un État membre. Le texte n'a plus qu'à être signé et publié au Journal officiel de l'Union européenne et entrera en vigueur 20 jours après sa publication. Élections européennes. Les libéraux présentent leurs 3 têtes de liste. Mercredi 20 mars, le parti de l'Alliance des libéraux démocrates européens, l'ALDE, a présenté 3 têtes de liste pour les élections européennes. Cela peut paraître surprenant, étant donné qu'il ne peut y avoir qu'un ou une seule président ou présidente de la Commission européenne, mais le Parti des libéraux européens n'en est pas à son coup d'essai. Aux dernières élections européennes, ils avaient présenté 7 candidats qui avaient chacun la charge de présenter un volet du programme libéral. Si les libéraux procèdent de la sorte, c'est qu'ils savent qu'ils n'ont qu'une infime chance d'arriver en tête des élections européennes, surtout dans la dynamique actuelle où les sondages les font passer du 3e parti du Parlement européen au 5e, dépassé par Identité et démocratie et les conservateurs et réformistes européens. La première candidate est Marie-Agnès Strack-Zimmermann, députée des libéraux démocrates allemands, actuellement présidente de la commission défense du Bundestag, et qui s'est faite remarquer par son opposition à la coalition gouvernementale en votant en faveur de l'envoi de Taurus en Ukraine.
Ensuite, Valérie Hayer est elle aussi tête de liste, profitant certainement de sa position de chef de groupe parlementaire au Parlement européen. Et enfin Sandro Gozzi, ancien ministre des Affaires étrangères italien, élu en 2019 député européen en France, et qui représente aussi le Parti des démocrates européens. Les trois candidats représentent les deux partis les plus importants du bloc libéral. Valérie Hayer et Sandro Gozzi sont très reconnus et respectés à Bruxelles, mais ne jouissent pas encore franchement d'une réelle notoriété dans le pays où ils se présentent. Pour Marie-Agnès Strack-Zimmermann, c'est l'inverse. Elle est très connue en Allemagne, mais souffre d'un déficit de notoriété au niveau continental. International. L'accord avec l'Égypte signé. C'était dans les tuyaux depuis le mois de janvier. L'UE a signé un accord le dimanche 17 mars avec l'Égypte destiné à réduire l'immigration. Cet accord débouche sur une aide de 7,4 milliards d'euros jusqu'à 2027, à la fois pour la gestion migratoire, mais aussi pour stimuler l'économie égyptienne, très affectée par la situation à Gaza et en mer Rouge. De nombreuses personnalités européennes ont fait le déplacement. La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, la première ministre italienne Giorgia Meloni, le premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, le président chypriote Nikos Christodoulidis, le chancelier autrichien Karl Nehammer et le premier ministre belge Alexander De Croo. L'Union européenne est bien décidée à soutenir un partenaire stratégique dans la région, très affaibli par le contexte géopolitique régional. Mais l'accord est sous le feu des critiques, étant donné que le régime d'Abdel Fattah al-Sisi est considéré comme très peu respectueux des droits humains, mais aussi parce que les départs de bateaux de migrants depuis l'Égypte sont faméliques. International encore, l'UE demande une pause humanitaire à Gaza et sanctionne les colons israéliens. C'est un changement assez important de paradigme qui s'opère au Conseil de l'Union européenne. Les 27, longtemps réticents à sanctionner les colons israéliens et à demander un cessez-le-feu, ont adopté cette posture. Tout d'abord, lundi 18 mars, les 27, dans la foulée des États-Unis et du Royaume-Uni, prennent des mesures pour sanctionner les colons israéliens en Cisjordanie. Ces sanctions se font en parallèle d'un renforcement des sanctions à l'encontre du Hamas, considéré comme une organisation terroriste par l'Union européenne. Il était même question de réviser l'accord d'association entre l'Union et Israël, mais plusieurs États membres se sont prononcés contre. Dans un deuxième temps, cette fois jeudi 21 mars, au sommet du Conseil européen, qui réunit donc les chefs d'État et de gouvernement des 27, les 27 ont demandé une pause humanitaire immédiate concernant Gaza, qui doit mener à un cessez-le-feu durable. La famine est déjà très présente à Rafah, où plus d'1 million de réfugiés vivent dans des conditions plus que précaires. Cette déclaration s'est faite en parallèle de la proposition de résolution des États-Unis au Conseil de sécurité des Nations Unies, appelant au cessez-le-feu et à un accord entre Israël et le Hamas concernant les otages. Une résolution rejetée par la Russie et la Chine, qui ont opposé leur veto. Défense. L'Union bloquée sur les moyens de développer son industrie. C'est une question qui cristallise les crispations entre États membres depuis plusieurs semaines. L'Ukraine demande sans relâche plus de munitions, plus d'aide, quelle qu'elle soit, depuis cet automne et la multiplication des replis stratégiques dans l'est de l'Ukraine, faisant face à une artillerie russe ultra dominante. Le jeudi 21 mars, les 27 étaient réunis lors du sommet du Conseil européen pour aussi aborder la question du financement du complexe militaro-industriel européen. Entre d'un côté les partisans des obligations européennes contractées en commun, comme cela avait été le cas lors de la crise Covid, notamment portée par le président français Emmanuel Macron et la première ministre estonienne Kaja Kallas, et ceux d'une réaffectation des bénéfices des actifs gelés russes, ou encore ceux qui ne veulent pas mettre en péril leur neutralité militaire, c'est un jeu d'équilibriste particulier qui se jouait cette semaine. La révision du mandat de la Banque européenne d'investissement était aussi sur la table. Il était donc question du programme européen pour l'industrie de la défense, doté d'un fonds d'1,5 milliard d'euros. La taxation des avoirs gelés russes, proposée par la Commission européenne, semble tenir la corde, avec 90% des fonds destinés à l'achat d'armes pour Kiev et 10% restants pour l'aide budgétaire destinée à l'Ukraine. Mais des États membres comme Malte, l'Irlande ou l'Autriche
tiennent à ce que cet argent ne finance pas d'équipement létal pour ne pas briser leur neutralité. La question aussi de créer un commissariat dédié à la défense, dans la prochaine commission, refroidit certains États qui ne veulent pas voir la commission récupérer de nouvelles prérogatives. Environnement. La loi sur la restauration de la nature, mise en danger par les 27. Alors que le Parlement européen avait voté le texte il y a quelques semaines malgré une ultime offensive du PPE pour faire échouer le texte, le Conseil n'a pas atteint la majorité qualifiée nécessaire pour que le texte passe. Au cœur d'une crise agricole qui dure depuis le début de l'année, et à l'approche des élections européennes, les États membres semblent avoir fait le choix de ne pas brusquer encore plus leurs opinions publiques. Les Pays-Bas, l'Italie, la Suède, la Pologne et la Hongrie se sont prononcés en défaveur du texte. L'Autriche, la Finlande et la Belgique se sont abstenus. Pour rappel, la loi sur la restauration de la nature a pour objectif de préserver 30% des terres et des mers d'Europe. Il y a de fortes chances que le texte ne soit pas validé avant les européennes. Passons désormais au club des 27. Allemagne, la loi d'autorisation du cannabis au cœur d'un bras de fer avec les Länder. Vendredi 22 mars, le Bundesrat, la chambre haute allemande, examinait le projet de loi sur le cannabis. Les Länder, les régions allemandes, qui disposent de quelques compétences propres, bloquent l'adoption du texte et pourraient bien aller jusqu'à la commission de médiation du Bundesrat, question de gagner du temps jusqu'aux prochaines élections fédérales l'année prochaine, qui donne la CDU gagnante et qui pourrait enterrer le projet de loi. Ce qui bloque les Länder, c'est l'amnistie totale des crimes au passage de la loi. La loi de libéralisation fait partie du contrat de gouvernement et est portée par les Verts et les libéraux, qui arguent qu'une telle loi saperait durablement le marché noir et la criminalité qui l'accompagne. République tchèque, le pays joint le mouvement qui demande l'interdiction des céréales russes et biélorusses sur le marché européen. Dimanche 17 mars, le ministre de l'Agriculture tchèque Marek Výborný a déclaré que son pays souhaitait se joindre à la Lituanie, la Lettonie et la Pologne dans leur volonté d'interdire les céréales russes et biélorusses sur le marché européen. Les agriculteurs européens critiquent ouvertement l'accord signé avec l'Ukraine, alors que les céréales russes et biélorusses bénéficiaient d'exemptions de taxes tout aussi importantes et que le volume importé en Europe a quadruplé depuis le début de la guerre. Face à la multiplication des demandes des États membres, la Commission européenne a proposé de taxer les céréales russes et biélorusses pour limiter leur impact sur les prix européens et réduire les rentrées d'argent pour la machine de guerre russe et biélorusse. Des mesures sont prises aujourd'hui pour les céréales dérobées sur les territoires occupés ukrainiens. Slovaquie, une élection présidentielle polarisée. C'est sur fond de réformes d'ampleur qui portent atteinte à l'état de droit que le premier tour de l'élection présidentielle slovaque s'est tenu le samedi 23 mars. Et c'est Ivan Korčok, candidat indépendant soutenu par Progressivné Slovensko, Slovaquie progressive, et ancien ministre des Affaires étrangères, qui s'est hissé en tête du premier tour avec 42,44% des suffrages. Peter Pellegrini, ancien Premier ministre, qui avait succédé à Robert Fico après ses déboires judiciaires en 2019, et candidat soutenu par la coalition gouvernementale, arrive en deuxième position avec 37,1% des suffrages. Peter Pellegrini avait fait le forcing pour être reçu par le Kremlin alors qu'il était Premier ministre en 2020. Ivan Korčok est un farouche soutien à l'Ukraine. Ce sont deux visions du monde qui s'opposent. Le poste de président en Slovaquie est principalement protocolaire, même si la présidence peut poser son veto à une loi, que le président est le commandant des armées et qu'il ratifie les traités internationaux. Si Peter Pellegrini devient président de la République slovaque, Robert Fico pourrait bien avoir les mains libres pour démanteler l'état de droit en Slovaquie. Irlande. Le Premier ministre démissionne. Leo Varadkar, président du Fine Gael et Premier ministre depuis 2022, démissionne pour des raisons personnelles et politiques et indique qu'il ne se sent plus être la meilleure personne pour le poste de Premier ministre. Ce choix semble faire suite au référendum sur la réforme de la Constitution que son gouvernement a proposé et qui a été rejeté par les Irlandais. La réforme voulait réviser la notion de famille dans la Constitution et notamment la place de la femme définie par une vision passéiste dans la Constitution. Il reste pour l'instant à la tête de son parti et de son pays,
le temps que le Fine Gael procède à l'élection de son successeur, qui prendra de facto le poste de Premier ministre. Portugal, Luís Montenegro, installe son gouvernement minoritaire. Luís Montenegro l'avait promis, il l'a fait. Il est devenu Premier ministre mercredi 20 mars, à la tête d'un gouvernement minoritaire qui ne s'est pas allié au parti d'extrême droite Chega. Il a promis de communiquer son équipe gouvernementale le 27 mars et son entrée en fonction devrait avoir lieu le 2 avril. L'Alliance démocratique devra donc trouver des compromis texte par texte pour faire passer ses projets de loi. Le Parti socialiste, mené par Pedro Nuno Santos, avait indiqué ne pas vouloir gouverner avec la droite, mais se dit prêt à voter un budget rectificatif pour augmenter la rémunération des fonctionnaires. Mais il a aussi indiqué que le vote du budget 2025 semblait hautement improbable. Le vote du budget 2025 sera donc le premier test pour cette nouvelle majorité. Le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée pendant 6 mois, ce qui obligera les partis à s'entendre jusqu'à fin septembre. Luís Montenegro a fixé comme priorité un plan d'urgence pour le secteur de la santé, dont la situation est très dégradée, et une hausse des salaires de la classe moyenne. Il veut aussi ralentir l'émigration des jeunes diplômés et établir une vraie vision transpartisane sur la transition énergétique et numérique et sur la débureaucratisation du pays. France et Allemagne, les deux pays s'accordent sur un consortium industriel militaire en Ukraine. Vendredi 22 mars, les ministres de la Défense français et allemands, Sébastien Lecornu et Boris Pistorius, ont annoncé la création du conglomérat KNDS, qui regroupera les fabricants militaires Krauss-Maffei-Wegmann, KMV, et Nexter. De cette union naîtra une filiale ukrainienne qui sera chargée de produire des pièces détachées, des munitions et à terme, des équipements complets. KMV produira notamment les pièces pour les chars Léopard et les obusiers Panzerhaubitze. Nexter, de son côté, produira des pièces pour les canons César. L'implantation sur le sol ukrainien vise à simplifier la logistique et à agir plus rapidement sur les équipements. Pour la France, c'est aussi une manière de répondre aux critiques sur son aide assez limitée au niveau du matériel envoyé en Ukraine. Les termes et le calendrier de l'installation restent confidentiels pour des raisons de sécurité. Mais d'après les experts, il se pourrait bien que la mise en place puisse se faire dans quelques mois. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Russie. Entre réélection de Poutine et attentat, une semaine pleine de contrastes. Dimanche 17 mars, le 5e sacre de Vladimir Poutine, qui ne faisait guère de doute, est devenu officiel avec 87% des suffrages pour 74,22% de participation. Un scrutin qui avait lieu exactement 10 ans après le soi-disant rattachement de la Crimée à la Russie, considéré comme la grande œuvre de Poutine. Des scores facilités par diverses manipulations du code électoral et des moyens inédits pour dissimuler la fraude. Pour la première fois, le vote se tenait sur 3 jours. Pour ce qui est des observateurs, il fallait appartenir au parti validé par la commission électorale, qui ne variait que très peu du discours de Vladimir Poutine. L'introduction du vote électronique a facilité la falsification massive des votes. Les caméras de surveillance installées dans les bureaux de vote depuis 2012 ont vu leur accès restreint. La fraude est estimée entre 22 et 36 millions de voix sur 76 millions d'électeurs. L'investiture de Poutine devrait avoir lieu le 7 mai. Mais évidemment, un tel score, même falsifié, valide son discours et lui donne toute latitude pour faire ce qu'il désire. Il a d'ailleurs placé dès le vendredi 22 mars, je cite, le mouvement international LGBT sur la liste des personnes extrémistes et terroristes, même si aucune entité ne porte ce nom. Il pointe du doigt la communauté LGBT comme étant une construction occidentale décadente et sataniste. C'est un énième signe de renforcement des valeurs traditionnelles qui va conduire au harcèlement judiciaire des personnes LGBT et de leurs lieux de vie comme les bars et les clubs. En juillet 2023, la Douma avait interdit les opérations de réassignement de genre et les thérapies hormonales pour les personnes transgenres. Puis, vendredi soir, le Crocus City Hall, centre commercial doté d'une salle de spectacle à la périphérie de Moscou, a été cible d'un attentat alors que le groupe Picnic allait s'y produire. Le décompte des victimes ne cesse d'évoluer et a dépassé la centaine.
Même si l'État islamique au Khorasan revendique l'attentat, le Kremlin y voit un lien avec l'Ukraine et l'Occident. L'ambassade des États-Unis avait alerté ses ressortissants quelques jours plus tôt d'un risque d'attentat à Moscou et ses environs. Une opportunité pour le pouvoir russe de tenter d'impliquer les États-Unis dans l'attentat, et par extension, l'Ukraine. Les terroristes ont été arrêtés du côté de Briansk, tout près de la frontière ukrainienne, et les services de sécurité russes n'ont pas caché les actes de torture. La Douma a profité de l'occasion pour proposer le rétablissement de la peine de mort. Bosnie-Herzégovine. L'UE active la phase de négociation d'accession. Après les recommandations d'Ursula von der Leyen, la semaine dernière, devant le Parlement européen, il ne restait plus qu'aux 27 à prendre position. Ce jeudi 21 mars, les États membres ont donné mandat à la Commission européenne pour entamer les négociations d'accession. Seulement, il reste que les 27 doivent définir le cadre de ces négociations. La Bosnie-Herzégovine a fait passer plusieurs lois anticorruption et anti-blanchiment, des lois qui renforcent l'état de droit, les droits fondamentaux et renforcent les institutions fédérales du pays. Même s'il reste des réformes du pouvoir judiciaire et de la loi électorale à entreprendre, il reste que les 27 se sont sentis confiants, notamment grâce à la coopération avec Frontex. Voilà, c'est tout pour cette semaine 12 de 2024. Merci d'avoir écouté Europe Hebdo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt sur Europe Hebdo.